que Madame Hôpital Public et Madame Sécurité Sociale sont à proximité? Elle dorment. Madame Sécurité Sociale, elle est où? Elle dort. Elle est asphyxiée. Nous avons reçu un appel nous informant d'un incident devant l'ARS. Non mais que s'est-il passé là au juste? Nous avons été... Ah non, c'est moi, c'est... Ouais, c'est le policier, hein. Moi, je suis le policier. Nous avons été informés par un voisin que vous avez entendu des cris et que nous sommes arrivés, nous avons trouvé ces 2 personnes blessées. Est-ce que je peux les interroger? Enfin, leur parler? Bonjour, pouvez-vous nous dire qui êtes-vous? Et qu'est-il arrivé? Bonjour, je suis l'hôpital public et avec mon ami Sécurité Sociale, nous sommes victimes depuis trop longtemps des coups qui nous ont été portés, ici comme au ministère de la Santé. Si la population ne s'était pas mobilisée, nous serions morts de tous les deux depuis longtemps. Bon, effectivement, je viens d'être interpellée par la police qui mène actuellement une enquête, hein, et j'ai appris que auprès du ministère de la Santé, et j'ai appris aussi qu'il y a une perquisition en cours. Oh, la vache! Ça ouais. perquisitionne au ministère! Bon, les blessés sont très mal en point et les infirmiers vont les accompagner, mais moi je souhaiterais vraiment venir avec vous. Allez, je vous accompagne. C'est bon. Alors. Attends, on va leur faire le tour. Allez, on va promener les blessés un petit peu là parmi vous. Donc n'hésitez pas à les soutenir. Hein? Voilà, elles sont très mal en point à l'hôpital public, la sécurité sociale dans un état calamiteux. On vous laissera pas tomber. Toutes les réformes depuis 2 années. On est là, on vous laissera pas tomber. La compassion et l'empathie, nous on en a. On n'a pas de sous, mais on a de la compassion et on a de l'empathie. Alors effectivement, comme dans toute enquête, une fois qu'on arrivera à République, il y aura une reconstitution des faits. Donc ces pauvres blessés vont pouvoir nous expliquer comment elles sont arrivées dans cet état catastrophique. Et bien sûr, ensuite, l'enquête sera menée. Donc on aura besoin de témoins. Mais je ne me fais pas de soucis de ce côté-là. Donc des témoins qui viendront dire, que ce soit des usagers, des hospitaliers, voilà. Et puis il faudra des membres du jury, dont un rapporteur qui viendra donner la décision après délibération du jury. Et écoutez les victimes, car bien que très secouées, elles ont tenu absolument à évoquer les faits et pourquoi elles en sont arrivées là. Je laisse la parole à Madame Sécurité Sociale. Je suis née avec les ordonnances des 4 et 19 octobre 45. Je devais assurer à tous les citoyens des moyens d'existence, dans tous les cas où ils sont capables de se les procurer par le travail, avec gestion, appartenant aux représentants des assurés et l'État, et une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leur jour. Le principe était une caisse unique où chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins 500 milliards d'euros de prestations sociales par an, un quart de la richesse nationale. Voilà ce que je pèse. Pourquoi il m'en a voulu depuis ma naissance? Il, c'est-à-dire la grande bourgeoisie, les gros industriels, les tenants de la finance. Ensuite, il y a eu les ordonnances Jeannet en 1967, avec l'abandon de l'élection des administrateurs et l'éclatement en 4 caisses. En 91, un coup bas porté par Rocard avec la CSG,
contribution sociale généralisée. C'était le début de la fiscalisation. Ça fait mal. En 96, Juppé a enfoncé le clou. Rien que d'y penser, j'en ressens encore la douleur. Fini la gestion par les salariés. Mon budget a été voté par le Parlement. Ils ont mis en place l'ONDAM, Objectif national des dépenses d'assurance maladie. En 2004, c'était la réforme Douste-Blazy. Allez, 1% de votre poche sur chaque acte médical. Renforcement des complémentaires avec la création de l'UNOCAM, Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Et puis en 2009, ils ont failli m'achever avec la loi HPST. Hôpital, patient, santé et territoire, ou hôpital entreprise, hein. On est bien d'accord. Roselyne n'en a fait qu'à sa grosse tête. Et avec des ARS, Agence régionale de santé, elle m'a littéralement livré pieds et poings liés aux décisions gouvernementales. Et regardez-moi. Dans quel état ils m'ont mise. Ils sont prêts à m'achever. Les assureurs, ces vautours, je les sens planer au-dessus de moi depuis un bon moment. La parole est à l'hôpital public. Comme ça. Nous sommes très liés depuis longtemps avec Sécurité sociale. Et les coups qui lui ont été portés ont eu des conséquences pour moi aussi. Mais je dois revenir au début de l'affaire. Depuis longtemps déjà, les différents gouvernements, car il faut bien les nommer, ont trouvé que je leur coûtais trop cher et qu'il serait bien que le secteur privé m'ampute d'une partie de mes missions. La douleur est encore vive et je la ressens chaque année quand ils votent le PLFSS, projet de la loi de la sécurité sociale. Comment voulez-vous que je réponde aux besoins dans ces conditions ? Ils ont essayé de me marier de force avec le privé. Vous savez, ce fameux partenariat public-privé. Un de mes fils, l'hôpital sud-francilien, a bien failli ne jamais s'en remettre. Et puis, ils ont mis en place la tarification à l'activité, la D2A. Alors ça m'a mis plus bas que terre. En gros, c'était travailler plus, mais pas pour gagner plus. Ben non, car avec le fameux ONDAM, l'enveloppe budgétaire fermée, il fallait pas que ça dépasse. Alors évidemment, ça ne pouvait plus aller. Ou bien je choisissais mes patients pour être sûr de toucher le jackpot, mais ce n'était pas possible, car j'ai une morale tout de même, et je me dois de soigner tout le monde. Ou bien je forçais mes services à faire de plus en plus d'activités, et là, on est arrivé au bout du système. Faire plus avec moins de moyens. Eh bien, à un moment, ça pète. Les personnels et les médecins sont au bout du rouleau. Et les patients ne sont pas tout à fait satisfaits, ne sont pas toujours satisfaits. Alors, ils ont trouvé la solution finale. Les groupements hospitaliers de territoire. On regroupe, on mutualise, on ambulatoirise, on télémédecinise, on rikikise, un peu comme ils ont fait en 1971, quand ils ont imaginé, en diminuant le nombre de médecins, que les gens se soigneraient moins. Vous vous rappelez comment ils ont appelé ça ? Le numerus clausus. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, on court après les toubibs un peu partout. Mais ils veulent quand même leur faire une partie de mon boulot. Du grand n'importe quoi. Enfin, ils m'ont bien esquinté. Les personnels sont au bout du rouleau. Les patients ne savent plus où courir pour se soigner. Et le pays est au bord de la crise sanitaire. Je n'en peux plus. Mesdames
crois que nous avons suffisamment d'éléments pour que la justice fasse son travail. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci. Suite à l'audition des victimes, nous avons identifié les coupables, c'est-à-dire les gouvernements qui se sont succédés depuis plus de 60 ans et qui n'ont eu de cesse de s'acharner sur les deux victimes, répondant au dogme de la marchandisation. Leurs représentants ne sont autres que le gouvernement actuel, représenté par le ministre de la Santé et ses hommes de main, que sont les directeurs des ARS, Agences Régionales de Santé. Il est temps d'appeler quelques témoins à la barre. Je parle donc en toute liberté, je ne suis pas contrainte, je ne parle pas sous la contrainte et en toute sincérité. Donc, en tant que témoin de l'hôpital de Paimpol, je souhaite informer notre présidente et le jury ici présent du gel de 5 lits en gériatrie, d'une menace sur les urgences et même d'une possibilité de fermeture des urgences, d'effectifs insuffisants, notamment sur les EHPAD. Ce qui évidemment me trouble énormément et m'ont conduite à une dépression dont j'ai du mal vraiment à me séparer. Je compte donc sur la justice pour faire son travail en tant que témoin. Vous pouvez compter sur nous, madame. Merci pour votre témoignage. Nous allons appeler à la barre un deuxième témoin qui est une professionnelle de santé. Donc, je vous passe la parole. Je suis aide-soignante en EHPAD à Dinan. Alors, ça fait très longtemps que je travaille avec les personnes âgées et ben, ça ne s'arrange pas avec tous ces programmes qu'on nous a proposés. En fait, en EHPAD, on a beaucoup de personnes qui n'ont plus toute leur tête. Alors, il faut travailler avec une approche, ne pas les brusquer, leur expliquer ce qu'on va leur faire et attendre leur consentement. Mais le problème, c'est qu'on a toujours l'œil rivé sur la montre parce qu'on a beaucoup de résidents dont on doit prendre soin. Et on aimerait rester à l'échelle humaine. Et si on ne peut plus faire notre travail en prenant le temps, et en respectant la personne qu'on a en face de nous, le personnel est en souffrance. Voilà le résultat de tous ces programmes. Alors pourquoi l'IRM a été financé par les Trégorois? Eh bien, l'agglomération de Lannion-Trégor, agglomération, a prélevé 1 € sur nos impôts pour payer l'IRM. Les associations, par un esprit gentil et sympathique, ont fourni 40% de la somme en faisant des dons généreux. Et de toute façon, tous les Trégorois, ils ont payé par rapport à leurs impôts. Donc l'IRM, il nous appartient, mais pendant ce temps-là, on ferme des lits en neuro et en cardio, qui sont les services les plus utilisateurs de l'IRM. Je vais vous parler un peu des conséquences sur l'hôpital. En tout cas, le fait qu'effectivement on n'ait pas des effectifs à la hauteur des besoins pour faire notre travail au quotidien. Ça veut dire concrètement que quand, par exemple, il y a des arrêts maladie, ils ne sont pas remplacés ou alors on s'auto-remplace. Ça veut dire concrètement qu'on travaille en sous-effectif régulièrement, que du coup les gens s'épuisent et qu'au bout d'un moment on craque aussi et on a des burn-out et on a des collègues qui se suicident parce que c'est une réalité. Alors pas forcément sur mon hôpital, on n'en est pas encore là, mais c'est quelque chose qui devient récurrent un peu partout.
Voilà, quoi vous dire d'autre, c'est que alors nous, c'est vrai qu'on a le plateau technique qu'on a, c'est essentiellement des humains, puisque ce sont des personnels, on n'a pas de scanner, on n'a pas de radiologie, on en a plus, on en a une, mais on l'a enlevée. Voilà, donc c'est essentiellement des hommes et des femmes, et quand on interpelle le monsieur de l'ARS, là, je crois qu'il y a son avocat qui est là, il nous dit qu'en fait, c'est nous-mêmes qui créons trop de demandes. Alors que nous, on fait trop d'offres de soins, donc on crée la demande et c'est pas bon. Parce que du coup, ça génère des dépenses pour le service public et c'est pas bon parce qu'il y a une dette. Alors moi, mes impôts, j'ai le droit de choisir où ils vont. Et au lieu de que mon argent, parce que j'ai quand même la chance de payer des impôts, aille au ministère de la Défense, voire de l'Intérieur, et ben qu'il aille plutôt au ministère de la Santé. Voilà. Bravo. Je vous remercie pour ces témoignages. J'accuse le gouvernement, représenté par la ministre de la Santé et ses complices, les directeurs d'ARS, de tentatives de meurtre sur les personnes de la sécurité sociale et de l'hôpital public. Ils ont délibérément créé les conditions de leur dégradation afin de favoriser le secteur privé, qu'il s'agisse des cliniques ou des assurances, au détriment du bien commun et de l'intérêt collectif. Je laisse la parole à mon confrère, l'avocat de la défense, Maître Hirsch. On écoute l'avocat de la défense. D'abord, je tiens à apporter mon soutien le plus chaleureux aux victimes et à ses proches et à leurs familles. Bon. Il est bien loin, Monsieur le procureur, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, je vais vous expliquer. Il faut comprendre que mon client n'a pas agi de son propre chef. Il est sous influence, bien sûr. Et il faut qu'il applique la directive européenne de l'accord général de commerce et de services. Et en plus, il faut qu'il rembourse votre dette publique. Et c'est 41 milliards d'intérêts. Voilà. Et puis, non, il faut dire que Madame la Sécurité sociale, elle va au plus mal depuis le début. Elle était déjà en très mauvaise santé. Madame, l'hôpital public, eh ben, il faut le réformer profondément. Et les temps changent. Il faut vivre avec son temps. Pourquoi voulez-vous vous attacher à ces valeurs du passé, ringardes, comme l'égalité des soins pour tous, comme la proximité de soins, bof. Monsieur le... Votre plaidoirie, s'il vous plaît, monsieur l'avocat. Restez-en au fait, s'il vous plaît. Il y va de l'avenir de notre pays. Avec les regroupements hospitaliers de territoire, tous les patients, quelle que soit leur situation, leur lieu, auront droit à des soins d'excellence. Madame la ministre, elle l'a dit, il faut la croire. Notre président, il a affirmé qu'aucun patient ne serait pas à plus d'une demi-heure d'une prise en charge pour les hôpitaux. Du calme, s'il vous plaît, ou je vais évacuer la salle. De toute façon, pour soigner de la bobologie. Et notre président,
il vous donne le remboursement des prothèses dentaires et ODD. Alors franchement, je ne vois pas où est le mal. Et je demande la relaxe pure et simple de mes clients. Maître Hirsch ne manque pas d'air. La dette publique, une belle invention pour faire régner l'austérité, et notamment au sein des hôpitaux. Le mal-être de Madame la Sécurité sociale, le fameux trou dont on nous a rabattu les oreilles, ce n'est que poudre aux yeux. Arrêtons les exonérations massives. Créons des emplois. Payons les femmes à égalité avec les hommes, etc. Et Madame la Sécurité sociale, non seulement va recouvrer la santé, mais pourra la financer à 100%. Bravo! 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 C'est bien parlé! Quant à l'hôpital public, ce n'est certes pas en supprimant les établissements de proximité qu'il va aller mieux et pouvoir répondre aux besoins de la population. Il doit retrouver toute sa place au sein d'un maillage territorial permettant la continuité de la prise en charge. Et pour cela, il lui faut des moyens. Et sur cette question, je répondrai à Maître Hirsch qu'en termes de moyens, il s'agit avant tout d'un choix politique. Arrêtons l'évasion fiscale, par exemple, et cessons de consacrer des milliards à l'arme nucléaire. Je m'arrête là. Non, Maître Hirsch, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Et je demande aux jurés, en leur âme et conscience, d'appliquer une peine à la hauteur des dommages causés à notre société. Donc le jury est revenu après délibération, mesdames et messieurs les jurés. Avez-vous rendu un verdict? Oui. Bien. Alors, c'est là. Alors, c'est là, le porte-parole des jurys, là. Alors, je tiens à protester parce que je n'ai pas eu le temps de réviser mon texte. Bon, enfin, oui, après avoir délibéré, nous déclarons les accusés coupables de coups et blessures sur les personnes de Madame la Sécurité sociale et de Monsieur l'hôpital public, ayant entraîné le pays dans une crise sanitaire grave. Nous réclamons une peine maximale. Je vais rendre justice au nom du peuple. La Cour! La Cour, merci, pardon. Madame la ministre et vos complices, nous exigeons l'abrogation des lois Touraine et Bachelot, la fin de la tarification à l'activité et l'instauration de budgets permettant aux hôpitaux et aux EHPAD de répondre aux besoins de la population. Nous demandons que soit respecté et amélioré le statut de la fonction publique hospitalière, qu'une véritable démocratie soit mise en place dans le domaine de la santé, que la sécurité sociale, qui est bien mal en point, revienne aux valeurs de sa création avec sa gestion par les salariés et qu'elle prenne en charge à 100% la santé. Ces mesures devront s'appliquer dans les plus brefs délais, faute de quoi des milliers de gens ne pourront plus se soigner correctement dans notre pays. Monsieur le directeur de l'ARS, qui nous a reçus si longuement, nous demandons l'organisation rapide d'une table ronde sur la santé en région Bretagne.